De révéler la culture berbère, parce qu'à ce moment-là, c'est une question de révélation seulement. Elle n'a pas pris naturellement toutes les dimensions qu'elle a en ce moment. Et il était tout à fait acquis à ce genre d'idées. Je crois qu'à partir du moment où la Coliboulier est apparu, comme il était dans un parti nationaliste très connu, il a été influencé, je crois, par les réactions de ce parti nationaliste à mon avis, tout à fait partial, et il n'a pas pu réagir de lui-même. Le Sommeil du Juste est un roman, disons, beaucoup plus engagé, parce que c'est le roman de la remise en question d'un certain nombre de valeurs. Et le meilleur exemple de cette remise en question, c'est un peu le moment où le héros de Mamri, cet officier de réserve algérien, se met à brûler tout son lot de classiques français et occidentaux. Dans l'intervalle, parce que la Coliboulier est de 52 et l'autre est de 55, dans l'intervalle, il y a eu quand même un événement extraordinaire qui s'est passé, c'est qu'en 54, ont commencé les premières actions des premiers maquis algériens. Donc je dirais que le caractère plus engagé en effet du Sommeil du Juste lui vient non pas d'une motivation personnelle, mais du fait que la société algérienne elle-même avait évolué dans le sens que indique ou que présuppose le Sommeil du Juste. Le roman suivant de Mamri, L'opium et le bâton, est publié après l'indépendance. C'est un roman, je crois que c'est l'un des meilleurs romans consacrés à la guerre de libération, c'est-à-dire l'une des œuvres qui parle de cette guerre de libération en essayant de la dépasser à la fois par son élaboration littéraire et par les valeurs qu'il véhicule, c'est-à-dire des valeurs qui refusent à la fois les manichéismes et toutes les formes de pression. Le titre lui-même est symbolique, l'opium ou le bâton, c'est-à-dire on a voulu enfermer les hommes dans un horizon délimité à la fois par l'aliénation et par la violence, et je crois que Mamri a refusé à la fois ces deux formes d'aliénation. Au moment où l'on a projeté de tourner en film L'opium et le bâton, j'ai essayé, je suis intervenu très souvent, j'ai essayé d'obtenir que les personnages parlent chacun la langue qui était la sienne normalement. Je ne veux pas dire que le film serait tout entier parlant berbère, mais les personnages berbères parleraient berbère, ceux qui étaient arabophones auraient parlé arabe, et ceux qui étaient français auraient parlé français. Bon, malgré mes tentatives, je n'ai pas pu obtenir cette chose, l'argument comme opposé étant que ce film devant être vu par la généralité des Algériens, et la majorité des Algériens étant arabophones, il fallait le faire dans la langue qui était comprise par la majorité des Algériens. J'ai demandé aussi qu'on fasse deux versions. Pardon, moi j'ai un commentaire à faire. C'est qu'il n'y avait pas seulement un problème de langue, mais un certain nombre de noms ont été changés. Est-ce qu'un mélange serait moins compris par l'ensemble des Algériens que pour bien le bouger? Absolument. Absolument. Non, mais là, évidemment, ça, quand je dis l'argument qu'on m'a opposé, ça n'est pas j'y adhère. C'était un prétexte, naturellement. Parce que ce que tu viens de dire est en effet vrai. C'était vraiment un projet politique très précis, c'est-à-dire que non seulement la langue n'était pas la langue des personnages, la langue naturelle des personnages, mais deuxièmement, on a gardé les noms que j'avais donnés à tous les personnages sauf deux. Celui que tu viens de citer, Amiroche, qui en effet, bon, je n'ai pas besoin d'insister là-dessus, et le deuxième, qui était de mon invention, était Akli, et on voit très bien pourquoi Akli et Amiroche ont été supprimés, alors que tous les autres noms ont été gardés. Il y a donc là, certainement, un dessin évident, enfin, je crois que c'est pas la peine de faire un dessin là-dessus. Mamri est resté donc de 1965 jusqu'à 1982, je ne sais pas, une simple mathématique peut nous donner le nombre d'années, ça fait 17 ans peut-être, je ne sais pas trop, donc sans publier de romans,
Et quand il revient au roman, c'est un peu pour faire un constat de désillusion. La traversée, c'est un peu la traversée du désert, non seulement d'un auteur, mais aussi d'un pays, d'une société. لا مسجد ام يسفران سي محمد ام يسفران تقزايلي يقديما سيدني تكتابين يكتليني يزيان زمرا كل وقت. En plus donc de ses romans et de ses pièces de théâtre, il a aussi publié deux recueils de contes traduits du kabyle. Et c'est malheureusement deux recueils très peu connus qui n'ont jamais été diffusés en Algérie. Et je crois que Mamri y tenait beaucoup parce que dans l'entretien que nous avons eu ensemble, il me disait avec une certaine amertume en parlant de ces deux recueils, j'ai aussi publié deux petits recueils de contes berbères d'Algérie. J'ai appelé l'un Machaou et l'autre Tellem Chaou. Tu sais que ce sont les deux premiers termes de la formule qui ouvre les contes. Je suis heureux qu'avec Si Mohamed et la colline oubliée, il soit les plus lus de mes œuvres, qu'il soit connu à l'étranger, que les enfants de deux écoles françaises aient utilisé ces textes pour les jouer, les illustrer. Je n'en regrette pas moins qu'ils soient ignorés chez nous, qui ne contribuent pas à meubler l'imaginaire de lecteurs ou de spectateurs, livrés dans le même temps sans défense aux imageries audiovisuelles, violentes ou sirupeuses, qui viennent jusqu'à nous de divers horizons. Mamri s'interroge sur un peu ce qu'on pourrait appeler le génocide culturel. À travers le cas des Aztèques, cette brillante civilisation d'Amérique du Sud, détruite au XVIe siècle par les Espagnols, Mamri pose le problème de l'hégémonie culturelle, il pose le problème des cultures dominées, des cultures qui sont détruites parce que les hommes n'ont pas accordé assez d'importance à leur existence. Je crois que le banquet, c'est une sorte de sonnette d'alarme, un peu que Mamri a voulu actionner pour attirer notre attention sur un certain nombre de cultures menacées. Bon, notre culture est une culture orale. À ce titre, elle est plus menacée qu'une autre culture, étant donné que nous n'avons pas fixé dans des livres ou bien des enregistrements ce qui fait l'essentiel de cette culture. Déjà, une première chose, une première action à laquelle on pourrait s'attacher, ce serait de recueillir, de collecter tous ces éléments de culture orale, que ce soit, mettons, je ne sais pas, de la poésie, des contes, des proverbes, même des textes en prose. À mon avis, c'est tout à fait important et essentiel. Et quelle que soit la façon dont on les écrive, ou bien quelle que soit l'importance que l'on attribue au texte que l'on recueille, je pense que de recueillir déjà ce qui existe avant que ça ne disparaisse, car ça disparaît de plus en plus vite. Pour revenir à la découverte du Bourara, qu'il a d'ailleurs exposé de manière littéraire dans le, comment s'appelle le roman, La Traversée, hein, c'est là où il en parle de manière littéraire. Bon, on peut en parler très brièvement parce que moi, personnellement, j'ai participé à une mission sur le terrain avec lui. Il était, bon, lui, il a commencé à travailler sur le Bourara en 71, comme je le disais tout à l'heure. Il était vraiment, Mamri était fasciné par cette région, par le désert, par les hommes qu'il y avait là. Et surtout par cette merveilleuse production. C'était à la fois de la poésie, à la fois de la chorégraphie, à la fois de la musique. Donc, bon, il était fasciné par les